Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre Paye ton live hebdomadaire Du jeudi. du jeudi à 17h. Aujourd'hui, on le fait depuis Paris. On est monté voir À la nos collègues. capitale, voilà, c'est ça. Voilà. Si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur le chat pour qu'on sache que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle, puisque vous allez le voir, en 2022, il y a pas mal de choses qui changent. Elles vont arriver en DSN, donc voilà, on a quelques petits changements quand même à faire. Il faut être prêt. Du coup, tiens, bonjour Lucas. Super, on nous entend bien, donc c'est tout bon. Du coup, on vous a préparé un petit PowerPoint et on va regarder aussi dans les logiciels comment ça s'applique ces nouvelles lois. Je lance le PowerPoint. C'est bon parti. pour toi. Allez. Je l'ai refermé. Du coup, tac tac. Ça, c'est bien le truc qui m'arrive très souvent. J'oublie et je referme tous mes documents. Hop. C'est les aléas du direct. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je te laisse commencer le sommaire. Alors donc aujourd'hui le sommaire, comme on vous l'a dit, donc la taxe d'apprentissage. Attends. C'est moi, j'ai fait une bêtise. Pardon. Hop. Si vous voyez pas l'écran, ça va pas aller. Voilà. Ça y est, On c'est est bon, bon. vas-y. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc la taxe d'apprentissage, la contribution de formation professionnelle, on va revoir un petit peu ensemble donc le contexte et puis on vous expliquera surtout ce qui est très important, c'est comment ça se matérialise en DSN. Donc on va commencer par la taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage, ça vise à favoriser un accès égal à l'apprentissage. C'est une taxe qu'on paye depuis très longtemps et qui est séparée en deux. Il y a une part principale pour financer les formations par apprentissage et un solde. Alors généralement, vous en avez peut-être déjà versé, on les donne à l'école que l'on souhaite. Enfin, avant, c'est ce qu'on faisait justement. On le donnait à l'école que l'on souhaitait, à un CFA ou autre. Voilà, c'était ce qu'on appelle la part dérogatoire. Non, c'est pas ça. Non, la part, je sais plus comment on appelle ça. Alors le solde. Ouais, voilà, on va dire le solde. Voilà. Ça sera plus simple pour nous. Donc, dans le cadre du transfert du recouvrement de la taxe d'apprentissage à l'URSSAF, vous savez qu'avec les années, on va avoir tout qui va finalement être pris à l'URSSAF directement. Enfin, de plus en plus de choses. Et donc, ça en fait partie. Donc, les principaux changements sont que la déclaration se fait maintenant en DSN. Hein, c'était totalement hors DSN et c'était un petit peu papier, on va dire, jusqu'alors. Que la part principale uniquement va devenir mensuelle et non plus annuelle. Et ça va commencer en janvier et donc sur la DSN du 5 ou du 15 février. Donc là, en ce moment. Et le solde de la taxe, par contre, reste annuel et il est exigible en exercice N+1. Donc là, pour 2022, ça sera en 2023, dans la DSN du 5 ou du 15 mai, donc la DSN d'avril. Voilà, c'est ça. On rappelle aussi qu'on est d'accord que ce sera sur la masse salariale 2022. C'est ça. Voilà. Donc oui, donc tu fais bien de le rappeler quand même. 2021, que vous allez payer sur la DSN de janvier. Non, pour 2021, pour là, ce que vous avez à payer en 2021, vous continuez à le payer aux APCO. Il n'y a pas de... Voilà, tu fais bien de le rappeler. Donc, comment on applique ça en 2022 ? Alors, donc, vous avez donc la part obligatoire, qui, elle, est une cotisation donc mensuelle. Alors, pour les entreprises hors Alsace-Moselle et Bas-Rhin, on est sur un taux à 0,59. Pour les entreprises en Alsace-Moselle et Bas-Rhin, on est sur une cotisation à 0,44. Nous avons donc la cotisation individuelle qu'on retrouvera donc dans le bloc 81 avec un code 130, part principale de la taxe d'apprentissage
Et on aura aussi donc les cotisations agrégées que vous retrouverez donc dans le bloc 23. Vous aurez donc 2 CTP, le CTP 992 pour toutes les entreprises hors Alsace-Moselle et le CTP 993 pour les entreprises Alsace-Moselle. Donc vous avez ensuite le solde qui sera donc une cotisation annuelle. On sera sur un taux à 0,09 pour les entreprises hors Alsace-Moselle et il n'y a pas de cotisation annuelle pour les entreprises Alsace-Moselle. Vous aurez donc, c'était le fameux mot que tu cherchais, le versement libératoire. Libératoire, voilà. On sera sur un code à 0,76. Ouais, voilà. Et alors, si oui, important, ça, ce sera à verser en cotisation établissement, donc dans le bloc 82. Voilà, c'est pas, effectivement, tu fais bien de le soulever, c'est pas dans nos blocs habituels, c'est vraiment un peu à part. On a moins l'habitude de faire des cotisations établissement, bah là, on va devoir le faire. C'est ça. Du coup, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va commencer par du SagePay. Tac, tac, tac. Je vais me connecter à notre serveur de démo. Il est là. Hop. Ah, voilà. Alors, SagePay, à quoi ça ressemble? Si je prends un bulletin et que je regarde, donc là, je suis dans un établissement, enfin dans une société hors Alsace-Moselle, hein, et donc j'ai une taxe part principale et une taxe libératoire. Alors, habituellement, on la calcule quand même en mensuel. On la paye pas en mensuel, la libératoire, mais on la calcule en mensuel, parce qu'à l'année, sinon, il faudrait rouvrir des bulletins pour des personnes qui sont parties, ce serait trop compliqué. Donc, on la calcule en mensuel, mais on la déclare pas, finalement. Il n'y a que la part principale qu'on va déclarer sur le mois de janvier. Là, je suis en janvier. Donc, on a dit, oui, je suis en hors Alsace-Moselle. Du coup, tac, 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 je vais dans ma DSN, je l'ai déjà préparé. Si je vais dans salarié, donc Annie nous disait qu'au niveau individuel, on retrouverait... qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était le 130, hein, c'est ça que tu as dit, voilà. Ouais. Donc on retrouve bien le 130 avec l'assiette, la cotisation et le taux. Et on a dit pas de solde pour l'instant, parce que là je suis en janvier. Et au niveau de l'URSSAF... oui, ce qu'on n'a pas précisé, mais bon, c'est que évidemment, qui dit cotisation agrégée dit URSSAF. Hein, si vous êtes à la MSA, il n'y a pas de cotisation agrégée, ça prend direct. Voilà, on n'a pas de CTP, ça prend directement le montant dans l'individuel qu'on vient de voir. Et donc là, on retrouve, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Donc c'est ça, part principale hors Alsace-Moselle, voilà. Et bien sûr, comme tous les CTP, on ne déclare que l'assiette, et finalement, c'est l'URSSAF qui va recalculer, on va dire, votre montant pour vous dire, bah oui, vous êtes OK, vous avez bien payé la bonne chose, et évidemment, le montant se retrouve dans le montant total des cotisations. Voilà, est-ce que tu veux montrer on va peut-être passer sur SBCP. En SBCP, effectivement, hop, hop, si tu veux prendre la main chez moi. Hop. Voilà, donc alors là, on est au niveau du bloc 23, hein, au niveau des cotisations agrégées. Donc on va descendre un petit peu. Et du coup, on voit bien donc le bloc 23, pardon. J'ai du mal avec la souris. Ah, alors essaye de prendre de celle-là. Essaye de prendre celle-là. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va mieux, tout à fait. Donc on est bien au niveau du bloc 23, hein, comme on le voit ici. Et donc on va retrouver ici notre CTP 992 pour la part principale. Si on développe, on a bien le CTP 992 et on a bien notre montant d'assiette. Donc finalement, c'est assez simple hein, aussi au niveau du bloc 23. On peut aussi aller voir peut-être au niveau du bloc individuel. Alors, ce qu'on a oublié de... Ce qu'on a oublié de rappeler, on va regarder ensemble la différence entre SagePay et SBCP. On le voit là, est pas totalement différente, mais c'est surtout dans l'application de cette nouveauté. Alors bien sûr, quand on a tout paramétré,
dans SetchPay, bah oui, ok, c'est tout bon, mais il a fallu que je fasse des interventions pour pouvoir le faire. Et toi, dans SBCP, eh bien, tu n'as rien fait. C'est ça. Effectivement, ça redescend vraiment en automatique. Moi, au niveau paramétrage, hormis le fait d'indiquer dans SBCP que je veux, oui ou non, avoir de la taxe d'apprentissage au niveau de ma fiche d'établissement, des paramètres généraux de la fiche d'établissement, je n'ai rien à appliquer. Et le fait que tu aies coché ou non, pareil, Alsace-Moselle. C'est ça, effectivement. Hormis ça, tu n'as rien à faire. J'ai l'effectif, quand même, on est d'accord aussi. Pas pour la taxe d'apprentissage, pour la oui, CFP, pour la CFP, voilà, c'est ça, effectivement. Pour la taxe d'apprentissage. Pour la taxe d'apprentissage, on a simplement à renseigner le fait qu'on veut ou pas bénéficier de la taxe d'apprentissage dans l'établissement. Et tout redescend en automatique dans la DSN, donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Hein, c'est vraiment pas mal. On va retrouver donc au niveau de notre bloc 78, base assujettie, l'assiette brute déplafonnée, on est bien en code 03. Et donc, si on descend dans notre cotisation individuelle, on va donc retrouver notre code 130 avec la part principale de la taxe d'apprentissage. Et donc là, ici, effectivement, on a bien notre taux 0,59. On a le montant de l'assiette, on a le montant de la cotisation. Ce qu'on peut faire aussi un petit peu pour voir la différence par rapport à SetchPay, c'est voir comment ça se formalise au niveau d'un bulletin. Parce que nous, dans SBCP, on n'aura pas la notion de part principale et solde. Donc, on a juste une ligne. On a la taxe d'apprentissage qu'on retrouve donc ici avec l'assiette. Et puis, on a le taux qui se formalise ici. C'est vrai que toi, dans SetchPay, tu avais vraiment bien deux lignes distinctes. Chose qu'on n'a pas forcément dans SBCP, mais on a fait des tests en amont sur une base démo et on a bien le solde qui apparaît sur le mois de décembre. Voilà. Et puis, rien n'empêche non plus de créer une cotisation mensuelle si vraiment vous le souhaitez. Dans SBCP, on peut quand même créer des choses. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on n'a rien fait dans SBCP et qu'on a eu tout de suite tous nos paramétrages qui se sont faits. Effectivement. Alors que si je retourne dans... ça m'embête. Si je retourne dans SetchPay, hop, moi, dans SetchPay, j'ai dû activer mes rubriques. J'ai dû... si je vais voir ma petite rubrique qui est... j'ai un doute. Tac. Ouais, c'est celle-là. Et du coup, voilà, j'ai dû créer cette cotisation-là. J'ai dû mettre moi-même sur quoi c'est assis, le taux, le code DUX. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Plus rattacher toutes les variables, plus la comptabilisation, plus le bulletin clarifié, etc. etc. Donc comme d'habitude, quand même beaucoup de travail manuel pour préparer tout ça. C'est ça. Donc... Alors, bonjour le Web3, apparemment, à qui ce live plaît, donc c'est très bien, ça nous va aussi. Et donc, voilà, donc, comme je disais, SetchPay, c'est bien, c'est malléable, mais évidemment, il y a quand même du boulot. Et pour l'avoir fait pour un client pour 45 bases, ça m'a pris un temps fou. Ils auraient été en SBCP, ces clients-là, il n'y aurait rien eu à faire, quoi. Encore une fois, quand même des gros gains de temps et des gros, on va dire... de la simplicité, de l'efficacité. Du stress en moins. Surtout pour les débuts d'année qui sont quand même compliqués en termes de réglementation, on le sait tous. Donc, c'est vrai que quand on a ça en moins à faire, voilà, ça fait du bien, quoi. Et alors, on va regarder, tiens, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a... C'est fort probable... non, depuis où je peux y aller? Attends, je sais plus où est-ce que tu es. Tu veux quoi? Oui, je voudrais aller là, et du coup, je voudrais aller là. Je voudrais juste aller voir, mais je pense que comme d'habitude aussi, semaine du 21 février, 14 février, je sais pas quand est-ce qu'il... mais je suis presque sûre qu'il y a un live SBCP. Eh ben, on en avait un cette semaine. C'était cette semaine, d'accord. Il était ce matin. Ok. Ouais. Ok, voilà. Et donc, quand il y a un live, vous les retrouvez aussi. Ouais, ils reviennent généralement. Là, je pense que sur 2-3 mois, c'est des sessions qui vont revenir au moins une fois par semaine.
Donc n'hésitez pas hein, vraiment à aller consulter les lives de Sage, c'est vraiment très bien expliqué aussi. Hein. Et puis du coup, je sais pas à peu près la fréquence, mais je sais qu'après ils reviennent en replay. Oui, aussi. Alors c'est pas sur tous. C'est pas sur tous. Non, c'est pas sur tous les replays. Ouais, c'est vraiment sur des choses assez communes. Enfin, ouais, c'est pas sur tout. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir le calendrier, en tout cas des lives. Ça pourra déjà vous donner une idée de savoir voilà, s'il y aura un replay ou pas, quoi. C'est ça. Du coup, on revient sur notre petit... Hop, voilà. PPT. Hop. Et on va arriver à l'exonération de la taxe d'apprentissage. Donc, il n'y a qu'une seule chose pour laquelle on est exonéré. Je dis bien le mot exonéré. C'est lorsque on est une entreprise finalement assez petite, hein, parce que vous allez le voir, il faut ne pas avoir plus de 6 SMIC. Ça correspond à 9 618 € là cette année, sur un mois évidemment. Et donc, si on n'a pas plus de 6 SMIC et qu'on a un ou plusieurs apprentis, là, on va être exonéré de taxe d'apprentissage. Il faut donc que les deux conditions soient cumulatives. Cumulatives, bien sûr. Et donc ça, eh bien, il faut quand même le déclarer, parce que du coup, si on ne paye pas, on ne va pas déclarer de bloc de agréé, on ne va pas faire de bloc individuel, rien du tout. Par contre, il faut quand même dire à l'URSSAF que c'est pas qu'on a oublié, voilà, c'est juste qu'on est exonéré. Et donc pour ça, on va le faire dans des cotisations établissement en bloc, en code de cotisation 074. La période d'apprentissage et le montant, ça se définit au niveau du mois précédent. Donc si en M-1, vous réunissez les deux conditions, alors vous êtes exonéré. Et inversement aussi, si vous ne l'êtes pas sur le mois dernier, même si vous y êtes sur ce mois-ci, vous n'en êtes pas exonéré. Hein. Donc c'est vraiment appréciation sur M-1. Voilà. Hop. Alors, la déduction de la part principale, maintenant, elle va se faire pareil, hein, mensuellement. Elle est donc calculée au niveau du SIREN, d'accord, mais elle va être déclarée par établissement mensuellement à compter donc de la période d'emploi de janvier 2022. Elle sera donc déclarée soit le 5, soit le 15 février. Et la déduction est donc limitée au montant de la cotisation, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir de montant négatif. Si votre montant d'exonération il est supérieur donc au montant de votre cotisation mensuelle, vous devrez donc réduire, lisser sur le mois d'après, on va dire, et donc le restant sera appliqué jusqu'à épuisement sur les mois suivants. Le montant total donc des déductions applicables sur une année ne peut excéder 10% du montant total de la part principale, d'accord, de l'année N-1. C'est-à-dire qu'après dépôt en fait de votre DSN du dernier mois de l'année, votre entreprise, vous devrez calculer pour votre entreprise donc le montant de la déduction qui s'appliquera pour l'année suivante. Donc si on récapitule un petit peu tout ça, ça veut surtout dire que arrivé en décembre, on donne un exemple bête, j'ai 10 000 € de taxe d'apprentissage part principale, hein, c'est bien ce que tu as dit. On est d'accord. Et donc, on calcule 10% de ces 10 000. Voilà. Voilà la totalité qu'on peut déduire. Voilà, tout à fait. Ouais. Ensuite, du coup, ce qu'il y a à déduire est à déduire, mais chaque mois, si vous êtes à 300 € et que vous avez 600 € de déduction, vous ne pourrez pas dépasser 300. Les 300 €. Voilà, c'est ça. Et vous devrez donc étaler sur les mois suivants jusqu'à ce que vous ayez atteint la totalité de votre déduction, finalement. Donc c'est assez simple hein, quand même la déduction, voilà, il n'y a pas besoin de faire des calculs savants. Après on vous laisse aussi le soin de regarder quelle déduction vous avez le droit. Il y a énormément de déductions possibles, ça c'est les lois, leur travers. C'est ça. La déduction sur le solde, donc là on parlait de déduction sur la part principale. Là, on va parler de déduction sur le solde cette fois-ci. Donc, la déduction sur le solde de la taxe d'apprentissage, elle concerne les subventions versées au CFA sous forme d'équipement ou de matériel. Donc, si vous avez versé, comme le solde, on le verse au CFA, si on leur a déjà donné des sous, en gros, on leur donne moins au solde. C'est à peu près ça. Je fais
je simplifie grandement, certes, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est pareil. Alors, il faut quand même faire attention à la subtilité de déduction. Sur le seuil, vous avez 2 types de déduction. On ne va pas rentrer non plus trop dans les détails parce que ce serait trop compliqué. Mais en gros, vous avez 2 types de déduction. Vous avez celle qui sera faite sur du matériel, on va dire, et de la déduction qui sera faite sur des alternants. Et là, faites attention parce que ce ne sera pas les mêmes CTP. Mais voilà, encore une fois, on ne rentre pas plus dans le détail. On risquerait plus d'embrouiller les esprits plutôt qu'autre chose. Sachant que, effectivement, que ce soit les déductions sur le sol ou sur la barre principale, moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé tout le temps. C'est fréquent sans être non plus vraiment obligatoire, quoi. C'est pas tout le temps qu'on a de la déduction. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on a préféré pas vous faire le laïus là-dessus, parce que c'est pas le principal de cette année. Les déductions, vous les aviez déjà avant. Donc si vous en aviez, vous savez ce que vous déduisiez et comment ça marche en soi. C'est ça. Quelques petites précisions. Alors, la DGFiP, elle reste compétente pour la taxe d'apprentissage au titre des rémunérations du mois de décembre 2021, y compris si elles sont versées en janvier 2022, notamment dans le cadre des décalages de paye. Donc, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Le transfert donc, au réseau des URSSAF et à la MSA interviendra donc à compter des rémunérations versées au titre de l'activité de janvier 2022. À compter donc de janvier 2022 pour les entreprises en cessation d'activité en cours d'année, la contribution donc supplémentaire à l'apprentissage, ce qu'on appelle la CSA, ne sera plus due pour l'année de cession de l'entreprise. C'est une nouveauté. Hein. Alors, ce qu'on a oublié de préciser, c'est en le lisant c'est que la CSA, c'est une autre petite cotisation, mais qu'on a moins l'habitude de voir puisque c'est pour les 250 salariés et plus. Et plus, ouais. Donc, c'est un peu moins... Mais effectivement, c'est une nouveauté qu'il fallait relever, ouais. Mais c'est vrai qu'en le lisant, je me suis dit, on n'a pas dit ce que c'était une CSA. Salariés plus, on aurait pu effectivement. Comment ça se passe? Alors, je pense qu'une des questions qui va revenir le plus fréquemment dans cette nouveauté, c'est comment ça se passe si une entreprise a cotisé à la taxe d'apprentissage alors qu'elle a embauché dans l'année un apprenti. Est-ce qu'il va y avoir une régularisation? Est-ce qu'on va devoir effectuer un remboursement? Alors la question c'est non, hein, bien entendu, puisque maintenant comme on est au mensuel, on va vraiment déclarer au mois par le mois. Donc tout ce que vous aurez fait pour les mois antérieurs, ce sera juste, puisque effectivement à ce moment-là, vous n'aviez pas d'apprenti, donc vous n'étiez pas exonéré de taxe d'apprentissage. Le mois d'après, vous avez embauché un apprenti, et si vous êtes à moins de 9 618 €, là, effectivement, vous aurez une exonération. Mais comme on est sur du mensuel, maintenant, il n'y aura plus de remboursement ou de régularisation. Donc, voilà. Donc plus de questions à se poser par rapport à ça. Ce serait très simple. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on juge sur M-1. Si on remplit les conditions à M-1, alors on a le droit. Si on ne les remplit pas, on n'y a pas. Point. Il n'y a pas de je régularise parce que... Mais c'est vrai que c'était une question qu'on pouvait se poser parce qu'avant on faisait sur l'année. Alors on se dit du coup vu que je fais certains mois comme ça, est-ce qu'à la fin qu'est-ce qui doit arriver? Rien, il n'arrive rien, vous avez déclaré correctement. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc pour la taxe d'apprentissage, normalement on a fait le tour, on vous a dit en tout cas... dans les grandes lignes et on vous a montré dans les grandes lignes ce qu'il fallait avoir et ce qu'il fallait contrôler surtout en DSN. Voilà. Ce qu'il faut surtout en fait avoir dans la tête. Le reste qu'on vous a pas dit, c'est les petites choses que à la limite quand vraiment vous vous posez sur le sujet à la fin de l'année, peut-être que vous y réfléchirez. Mais sur votre gestion mensuelle, on vous a tout dit en tout cas. C'est ça. Voilà. Donc on passe donc à la contribution de formation professionnelle, hein, parce qu'on l'a dit, il y avait ces deux organismes, enfin ces deux cotisations qui changeaient en 2022. Donc qu'est-ce que c'est la contribution à la formation professionnelle, pardon? C'est un peu comme la taxe d'apprentissage, c'est pour rémunérer, alors ce que vous avez l'habitude d'entendre beaucoup par téléphone, le CPF, entre autres. CFP. Le CPF. Oui, le CPF, oui, effectivement, pardon. C'est pour financer le CPF. C'est justement. Ça, voilà. Et donc, du coup, à partir de janvier, de la même façon, à partir du 1er janvier, ça va aux URSSAF ou MSA, de la même façon que la taxe d'apprentissage.
La petite chose supplémentaire, c'est qu'à partir de janvier, on a aussi plus de TVA sur, alors, donc, contribution, on appelle ça CFP, contribution formation professionnelle. Voilà. Donc, on a 2 types de cotisations dans la contribution de formation professionnelle. C'était déjà ça et ça reste. Donc, on a la CFP, donc c'est pour tous les salariés hors apprenti si l'entreprise est moins de 11. Et on a la CFP CDD, où là, c'est pour les contrats CDD, hors une liste de contrats exonérés du style les apprentis, même s'ils sont en CDD, ils n'ont pas cette cotisation. Les contrats d'usage, si je ne dis pas des bêtises, je crois, sont concernés. Les saisonniers, si je dis des bêtises. Voilà. Il y a une petite liste, mais c'est pas... C'était une liste de 5 types de contrats, et puis maintenant, on n'en a plus que 3, voilà. il me semble. C'est ça. Voilà. Il n'y en a pas une énorme liste là-dedans. Alors, on a décidé de vous en parler, mais très brièvement. C'est une petite nouveauté, la détermination de l'OPCO. À compter de janvier 2022, donc la DSN du 5 ou du 15 février, les employeurs doivent renseigner pour chacun de leur établissement l'identifiant de convention de collective. Au niveau de la rubrique, au niveau du bloc 11, voilà. Mais plus particulièrement au niveau de la rubrique 022. Si toutefois vous n'avez pas donc d'IDCC, vous devrez bien renseigner, pensez à bien renseigner donc le PCO en bloc 11, rubrique 023. Voilà, donc tout ça pourquoi faire ? Parce qu'avant, c'est nous qui remplissions les papiers à la main de notre OPCO, donc on savait à qui on allait le verser. Rappelons que depuis 2019 ou 2020, j'ai un doute, on n'a plus que 11 OPCO, on n'a plus d'OPCA, on n'a plus que des OPCO, c'est donc des organismes qui sont pour les engagements professionnels. Et donc, on savait à l'époque à qui il fallait donner, mais là, comme on donne à l'URSSAF, on donne à l'URSSAF, mais l'URSSAF, après, elle reverse à notre OPCO. Hein. C'est pas, ils vont pas garder les sous et puis c'est pas eux qui vont financer les formations. Hein. Les OPCO restent en place. Ça transite. Ça transite simplement, effectivement, par l'URSSAF. Mais pour que l'URSSAF sache où reverser, eh bien, il faut qu'elle se base soit sur le code convention collective et donc elle sait elle-même que ça va à tel OPCO. Et si elle l'a pas, effectivement, comme disait Annie, à le déclarer. Du coup, quels sont les taux de cotisation à la CFP ? Donc, on a soit 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, je dis bien soit à chaque fois. C'est pas cumulatif, ça. Soit 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés. Soit 2% pour les employeurs de personnel intermittent du spectacle. Tout ça va aller à compter de janvier 2022 dans la DSN, déclarée mensuellement donc. Pour chaque établissement de l'entreprise. Bien sûr, c'est comme la taxe d'apprentissage, c'est des cotisations qu'on avait avant au niveau entreprise qui deviennent cotisations établissement, puisqu'une DSN, c'est établissement. Mais tout ce qui est conditions, donc par exemple pour le fait qu'on dise plus de 11, moins de 11, c'est bien une condition d'entreprise. C'est bien votre... j'ai pas le mot. Le nombre de salariés, votre effectif, merci. Votre effectif de l'entreprise et non pas de l'établissement. Auquel, par contre, s'ajoute, donc ça, on a dit que c'était pas cumulatif, mais par contre, à chacune d'elles s'ajoutent les 1% supplémentaires, on l'a dit pour la CFP-CDD, pour nos contrats CDD avec sans la liste qu'on m'a dit tout à l'heure. Voilà. Pardon, je finis juste en disant que qu'est-ce qu'on prend comme effectif ? Je vous conseille d'aller voir le live qu'on a fait il y a quelques semaines où on a traité comment calculer des effectifs. Et ben, c'est justement ceux-là qui servent à ça, à savoir plus de 11, moins de 11. Et j'ai pas fouillé parce que je me souviens plus. Mais si vous venez de passer plus 11 ou moins de 11, il y a des années où Oui, c'est ça. Il y a une histoire d'années consécutives sur 5 ans. Ça aussi, 5 ans pas, il me semble. Mais je sais plus. Hein. Dans le doute, voilà, allez quand même vérifier. Pas, si vous passez à plus de 11, c'est pas tout de suite. C'est 2 ans, je sais plus. 5 ou 2 parce que ça change et puis que j'ai pas vérifié. Mais voilà, c'est comme dans toutes les choses où quand vous dépassez les seuils ou que vous voulez passer en dessous, eh bien, il y a des fois 1 année, 2 années, 3 années, 4 années où vous restez dans le seuil du dessous avant de passer à l'application du dessus. C'est ça. Voilà. Comment on fait en 2022 ? Alors,
pour la CFP, donc au niveau des cotisations agrégées, donc on a 3 CTP. On a donc le CTP 959 pour les entreprises moins de 11 salariés, le CTP 971 donc pour les entreprises 11 salariés et plus, et le CTP 983 pour les entreprises qui ont des intermittents du spectacle. Forcément, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, 3 taux, 3 CTP, puisque l'URSSAF, il faut bien qu'il sache de combien est votre taux, et il n'y a qu'avec le CTP que ça marche. C'est ça. En code, donc au niveau des cotisations individuelles, toujours dans le bloc 83, sous le bloc 78, code 03, on aura donc le code 128, contribution à la formation professionnelle pour l'ensemble des contributions concernant la formation professionnelle. Code 128, c'est plus rapide, ça nous évitera des phrases longues. Pour le CFP-CDD, donc là on a un seul CTP, le 997 en cotisation agrégée. Et on a le code 129, pareil, toujours dans le bloc 81 du bloc 78, code 03, c'est l'assiette brute déplafonnée. Ouais. Est-ce qu'on regarderait aussi, comme on l'a fait dans la taxe d'apprentissage ? Oui, bien sûr. Tu veux commencer ? On est dessus. Tiens, alors, je te laisse la souris là si tu veux. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on a dit le code 128. Donc là, si je remonte... on est toujours au niveau du bloc. Je voulais aller directement dans le bloc. On est resté trop longtemps inactif. C'est ça. Alors aujourd'hui, on a de la chance. Ça va, ça rame pas trop. Enfin, bon. Alors, pour tout vous dire, ça ramait sur mon ordi. Donc du coup, là, c'est l'ordinateur d'Annie. Et donc, on a un TeamViewer sur l'ordinateur d'Annie. Donc, il a fallu... Mais je crois bien que l'ordinateur d'Annie assiste. Non. Ah, bon. Non. Pas de mauvaise Est-ce que tu veux qu'on regarde SagePay pendant que tu vas dedans ou est-ce que tu penses que ça va aller ? Je pense que ça va aller. Oh oui, ça va vite. On va y aller pendant que c'est rapide, pendant qu'on le tient. Donc, je crois que tu avais un salarié qui était CDD. Je me demande si c'était pas... Comment elle s'appelle ? C'était Balin. Oui, c'est ça. Balin Justine. Balin Justine. Bon, on va déjà faire du coup en cotise individuelle. Comme ça, on va regarder comment ça se passe. Alors, du coup, si je vais dans mon bloc 78, je vais en code 03, assiette brute déplafonnée. Je prends mon bloc 81. Et là, du coup, on retrouve bien donc notre code 129 qu'on a vu donc pour le CPF-CDD. Et on a également donc en cumulatif, comme on l'a vu, le code 128 pour le CFP. Ça, c'est au niveau cotisation individuelle. Si on va au niveau donc établissement cotisation agrégée, dans notre bloc 23... Donc, bloc 23. Et donc, si je descends, je retrouve bien donc ma cotisation, mon CTP 987 pour mon CPF CDD. Et j'ai également donc le CTP 971 pour le CFP entreprise, plus de 11 salariés. Donc, encore une fois, c'est très simple. Et tout redescend en automatique. Quoi. Et encore une fois, tu n'as pas fait de paramétrage. C'est ça, pas de boulot. C'est-à-dire que la seule chose qu'a fait Annie, c'est qu'au mois de décembre, elle a vérifié ses effectifs et elle a mis ses effectifs dans son établissement en disant voici l'effectif de mon établissement et voici l'effectif de ma société. En fonction de ça, ça a directement fait les bonnes cotisations. Ouais, c'est ça. Alors j'ai quand même revérifié, revérifié mes taux. Pour être sûr quand même, mais c'était natif de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, les taux, redescendent en fonction de. Et donc nos taux, ils sont là. Ils sont ici. Donc taux de participation de formation. Et puis juste ici, juste au-dessus, on a l'effectif. Donc voilà, c'est juste ici que vous avez besoin de renseigner et après tout se met à jour. En automatique. Voilà. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc voilà, comme elle avait mis 25 personnes par
tout établissement confondu, il a mis tout seul la cotisation de plus de 11. Et de la même façon, tu as mis quelqu'un en CDD tout à l'heure pour faire le test, ça a fait directement la cotisation, ça n'a pas cherché... Du moment où je l'ai passé en CDD dans son contrat, j'ai recalculé la paye, j'ai régénéré ma DSN, c'est redescendu en automatique. Encore une fois, super pratique. Complètement. Alors que moi, j'ai dû faire plein de trucs pour y arriver. Alors, du coup, je crois pas moi que j'ai pris un CDD. Et vous allez voir que si je mets un CDD, ça va pas plus marcher. Quoique si. Ah, si, j'en avais fait une. Donc, pareil que pour ma taxe d'apprentissage, j'ai dû déjà choisir la bonne rubrique parce qu'il y en a 2 dans cette paye. Soit la formation pro plus de 11 ou moins de 11. Donc, soit j'activais une, soit j'activais l'autre. Donc, quand vous passez de l'un à l'autre, il faut bien penser à désactiver l'une pour mettre l'autre. Et puis, tout refaire le paramétrage qui va derrière. Et pareil, j'ai dû mettre les CTP, j'ai dû mettre le paramétrage DSN. Enfin, voilà, toute une histoire. Et pour la contribution CPF-CDD, j'ai quand même fait un paramétrage, il vient de SagePay, je l'avoue, du plan de PaySage. J'ai fait un paramétrage qui dit si CDD, alors fais-moi-le, mais il n'empêche que du coup, ça prend tous les CDD. Et donc, si j'avais un CDD d'usage, il ne faut pas que je le loupe et puis il faut que je le désactive à la main. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait beaucoup de paramétrage quand même derrière, quoi. C'est du paramétrage et surtout de l'inquiétude. Moi, c'est ça sur SagePay, c'est qu'à chaque fois, je ne suis pas sereine de mes payes. Alors que SBC Pay, je suis sereine de mes payes. Le souci, c'est toujours pareil, c'est qu'à partir du moment où on manipule beaucoup, derrière, il y a des risques d'erreur. C'est ça. Forcément, chose qu'on n'a plus sur SBCP. C'est ça. On dit toujours... Alors, des fois, on nous fait la critique, entre guillemets, mais SBCP, c'est bien, mais je peux rien faire dedans. Oui, mais des fois, il vaut mieux ne pas faire grand-chose, entre guillemets, et parce que, bon, bien sûr, ces clients-là, ils exagèrent, parce qu'on ne peut pas rien faire. Oui, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Et je rappelle quand même que même si on veut intervenir sur des rubriques en dur, vous avez quand même le service dev de chez Sage qui peut intervenir pour un paramétrage spécifique. Donc c'est faisable bien quand sûr, même. C'est juste que c'est pas vous qui le ferez manuellement. Voilà. Et puis, encore une fois, c'est la sécurité. Et SBCP couvre quand même un sacré champ d'application. Donc, souvent, les clients qui nous disent ça, c'est des gens qui ont un petit peu du mal au changement. Et effectivement, ça marchait comme ça avant, et il faut qu'ils le retrouvent comme ça. On a beau leur dire que ça prendrait exactement le même temps de faire autrement, c'est des fois un petit peu plus difficile de changer sa méthode. Mais en soi, quand on regarde le gain de temps total par mois, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est sûr. Donc, mais par contre, au niveau de la DSN, comme j'ai tout paramétré, je retrouve bien mon CTP au niveau de l'URSSAF et au niveau salarié, tac. Voilà, je retrouve bien mon 129 et mon 130 avec, pareil, une base, un montant et un taux. Donc, on retrouve notre taux. Alors, je l'ai dit, non, j'ai pas mis le nombre de personnes parce que ça me sert à rien dans Sage. J'ai activé la rubrique de plus de 11 salariés, donc j'ai un taux à 1%, j'ai un CDD, donc j'ai un taux à 1%, et j'avais ma taxe d'apprentissage tout à l'heure. Voilà, donc une fois dans la DSN, c'est pas compliqué. Par contre, que ça soit dans SBCP ou dans SagePay, ce qui va être un peu plus embêtant, c'est tout ce qui va être cotisation établissement. Oui. Ça va être de la mano, ça va être à la main, quoi. C'est ça. Il y a des modules. Pour l'instant, il n'y a pas d'automatisme. Après, le solde de la taxe d'apprentissage, par exemple, on le retrouvera qu'en décembre prochain. Donc, non, même pas avril 2023. Peut-être que d'ici là, au niveau des SBCP, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait des automatismes, sachant que le module cotisation d'établissement ne fait que d'être enrichi. Donc d'ici avril, ils viennent de l'enrichir il n'y a pas longtemps. J'avais pas pensé. Il y a d'autres choses qui sont prévues sur cette année. Donc d'ici à avril 2023, je ne serais pas surprise que ça redescende en automatique. Donc là, entre guillemets, tout ce qui serait juste manuel, c'est si vous êtes exonéré de taxe d'apprentissage, où là, on est obligé de dire je suis exonéré, donc il y a un truc manuel à faire, c'est vrai. C'est ça. J'ai tant de déductions
de taxe d'apprentissage. Non, si, j'en suis à la taxe. Oui, c'est ça. Temps de déduction Oui. de taxe d'apprentissage. Donc, c'est que Oui. pour la taxe d'apprentissage Oui. qu'on a des cotisations. Et pour du Pro BTP, mais le Pro BTP, par contre, que ça soit SagePay ou SBCP, ça se fait en automatique puisque c'était déjà avant. Mais ça, on l'a pas vu encore. Mais vous allez voir que pour le BTP, on a encore des cotisations d'établissement, mais ça reste les mêmes qu'avant. Et donc, il y a de l'automatisme là. C'est vraiment ces deux cas-là, finalement. Donc, on est d'accord. Le solde, c'est pas tout de suite. L'exonération, oui, ça, je suis d'accord. Il n'y a pas d'automatisme. Ça sera bien que ça soit fait. Et les déductions, mais les déductions, on n'en a pas tous les 4 matins. Et même si vous en avez, vous n'en avez pas pendant 6 mois. C'est ça. Parce que de toute façon, c'est limité à 10% de la somme. C'est ça, effectivement. Donc, généralement, les déductions, en tout cas sur la part principale, elle va se faire sur 1 mois, 2 mois. Allez, max. Allez, grand max, quoi. Parce que comme c'est 2 10%, mois, grand de max, toute façon, donc, c'est ça. C'est pas, logiquement, c'est pas... C'est ça, effectivement, ouais. Donc, voilà. On en revient à notre petit PowerPoint. Tac. On en était au point d'attention. Je sais plus à qui quoi. Je crois que c'est moi. Toi, Voilà. Ouais. Donc dans les points d'attention, depuis 2022, l'URSSAF collecte la totalité de la CFP des entreprises de 11 salariés et plus du BTP au taux de 1% sans que lui soit soustrait le montant de la cotisation CCA BTP, qui est une cotisation qui n'est que dans le BTP. Et donc avant, on soustrayait, c'est ça ça. se dit, ouais. Mais maintenant, on ne le fait plus. Les ressources de Pro BTP correspondant au montant de la cotisation spécifique seront préservées. Donc oui, effectivement, pour les 11 salariés dans le BTP, pour les entreprises de 11 salariés et plus, on va continuer à verser cette cotisation spécifique à la Pro BTP. Non, c'est dans l'autre sens, mais par contre, la CCA, BTP... C'est la CCA, oui, c'est ça. Oui, voilà. Quand je dis cotisation spécifique, la CCA. On continue de la verser à la Pro BTP. Ouais. Et par contre, les entreprises de 11 salariés et plus qui cotisent directement auprès de Pro BTP, en déduisant le montant de cette cotisation de leur CFP légal due, à compter de janvier 2022, on transmettra à Pro BTP la part de la CFP correspondant à la cotisation spécifique. Il y a un petit... Donc c'est il y a un petit mais finalement, c'est ça. Il y a un petit moins qui manque. Les entreprises de moins de 11 salariés, c'est moi. C'est moi qui ne l'ai pas vu. C'est les entreprises de moins de 11 salariés qui continuent à le donner à la Pro BTP. Voilà, comme tu le disais. Ensuite, les employeurs du BTP de moins de 11 doivent continuer à verser la cotisation CCA BTP auprès de Pro BTP. Et les salariés affiliés à une caisse de congés payés du BTP, du transport ou des dockers, pour cela, donc on a dit que c'était assis sur le brut, mais c'est brut plus... majoré de 11,5% pour ces catégories spécifiques. Et la petite dernière chose qui n'a rien à voir avec le Pro BTP, c'est qu'avant, les personnes qui avaient de la taxe sur salaire étaient exonérées de CFP. Et bien maintenant, ils ne sont plus exonérés. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un grand changement. Et faut faire attention parce que... il faut le savoir. Ouais, c'est ça. Il faut le savoir, c'est important. Quoi. Si vous avez de la taxe sur salaire, il y en a beaucoup qui se seraient dit c'est bon, moi je ne paye pas de CFP. Maintenant, à partir de maintenant, si. C'est ça. Donc voilà. Voilà, on a terminé déjà tout ça. Alors moi, j'ai trouvé pas mal qu'on fasse un petit versus Sage 100 et SBCP. Ça permet de montrer un petit peu les paramétrages pour ceux qui sont encore sur Sage 100, ceux qui sont sur SBCP ou ceux qui sont sur Sage 100 et qui se diraient pourquoi pas passer sur SBCP. Vous avez vraiment vu les deux logiciels, donc ouais, c'était pas mal ce petit versus. Je ne vais pas vous dire qu'à tous les coups, je vais être pour SBCP, mais quand même dans 80% des cas, je vais être pour du SBCP. Peut-être qu'il y aura d'autres fois où je vais vous dire, franchement, je préférais comme j'avais avant sur SagePay que maintenant sur SBCP. Ça se peut, parce que tout n'est pas... comment on dit, vert partout, non, tout n'est pas... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là, on est en fin de journée, les expressions, bon... Tu l'as pas non plus. Rose, vert. Rose, tout n'est pas rose tout le temps. Mais dans beaucoup de cas, je vais plus souvent
me dire ouais, non, mais c'est plus facile dans SBCP, j'ai rien à faire, je clique là et ça marche. Encore une fois, voilà. Je pense que ça dépend en fait de l'utilisation qu'on a, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont préférer aller farfouiller, qui vont préférer faire leur part à eux-mêmes, construire les choses par eux-mêmes, et il y a des gens qui vont préférer la simplicité, que tout se fasse en automatique et qu'ils aient simplement à calculer leur paye. Et voilà, ce sera vraiment en fonction de ces préférences-là qu'on va plus se retrouver sur Sage 100 ou plus sur SBCP. Moi, personnellement, je suis pour la simplicité et le gain de temps, donc moi, je dis vive SBCP. Après, toi, t'aimes bien farfouiller. Donc, effectivement, voilà, ça dépendra. Moi, disons que j'aime bien farfouiller, et du coup, je l'avoue, par exemple, pour des nouveautés, etc., comme moi, de ma partie, c'est-à-dire pas côté gestionnaire, quand je fais la partie, on va dire plus... la prestataire de service pour mes clients où je dois leur expliquer des choses, etc. C'est plus difficile pour moi de commencer mes recherches sur SBCP parce que justement, entre guillemets, on voit rien. On voit pas l'envers du décor. C'est vrai. Donc, on n'a pas forcément la main sur le paramétrage. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ouais. C'est ce qu'on veut normalement en tant que gestionnaire, donc en tant qu'utilisateur. Oui, voilà, donc c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est très bien. Mais moi, qui ai besoin de chercher, de comprendre comment ça marche, je vais avoir plus de difficultés de le faire dans SBCP. Donc souvent, je cherche sur SagePay. Je trouve un peu comment ça marche, je comprends un peu le fonctionnement. Et du coup, quand je me mets sur SBCP, je comprends pourquoi ça apparaît à cet endroit-là. Parce que je l'ai cherché dans SagePay. Mais après, c'est parce que comme tu dis, moi, j'aime bien farfouiller. C'est ça. Donc voilà. Donc comme on le dit souvent, voilà, SBCP, les avantages, c'est quoi? La mise à jour légale et conventionnelle qui se fait toute seule. La preuve en est aujourd'hui, voilà. Avec le live qu'on vous a fait. Ouais. Encore une fois, il n'y avait rien à faire. Un parc informatique réduit, un accès à l'application partout, tout le temps. Le fait d'être autonome sur la partie RH et des modules de congé en option. Et on l'a dit la dernière fois, il y a même d'autres petits modules qui sont en train de s'ajouter, qui sont bien sympas. Plein de belles choses en préparation. Voilà. Et un logiciel qui est totalement standard sur le marché. Voilà, et donc la team paye, Annie et moi-même pour cette semaine, on est toutes les deux. Et voilà, vous nous retrouvez donc comme ça toutes les semaines au niveau de nos lives. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu, qu'en tout cas ça vous aura aiguillé un petit peu sur tout ce qui était vérification en DSN. N'hésitez surtout pas à aller consulter donc les articles qu'on fait toujours autour de nos lives. Vous avez le blog, vous avez les différents tutos. Il y a plein de supports avec des explications beaucoup plus détaillées que sur le live. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et à regarder les différents supports qu'on vous prépare. Et du coup, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez aussi nous poser des questions. On n'est absolument pas fermé aux questions. S'il y a des choses qu'on a mal expliquées, que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas. De plusieurs façons, soit si vous nous regardez en rediffusé sur YouTube, vous pouvez tout à fait mettre un commentaire, on les reçoit et du coup chaque personne chez BLC répond à ce commentaire. Ou sur le blog, comme disait Annie, il y aura un article de blog, encore une fois, sur cette thématique, puisqu'à chaque fois qu'on fait un live, il y a aussi un article de blog. Et en dessous de l'article, vous avez aussi le fait de pouvoir faire un commentaire auquel on pourra aussi vous répondre. On est aussi également présente sur LinkedIn, et oui, on est vraiment présente partout. Sur LinkedIn, on fait toujours un petit post quelques jours avant pour vous donner donc le thème du prochain live. C'est pareil, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires si vous avez un thème particulier que vous souhaitez qu'on aborde ensemble. On est vraiment preneuse de toutes les idées. Donc n'hésitez pas. Voilà. C'est tout bon pour aujourd'hui. Oui, c'est tout bon. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.